Dans l'actualité, d'abord, une entente de principe là, qui est intervenue hier, une entente de principe dans les négociations avec les CPE affiliés à la CSN. Donc, c'est 13 000 employés. Il me semble que c'est tout près de 400 CPE, là, me semble, je le dis sous toute réserve. Là. Alors, c'est beaucoup de monde concerné. Ça fait longtemps que l'on négocie. Imaginez-vous ce qu'on comprend, là, que cette entente qui serait renouvelée serait pour 5 ans, de 2023 à 2028. Ça veut dire que la convention est échue depuis 2023. Alors, si on signe, si les employés acceptent l'entente de principe, il reste 3 ans à faire là, pour recommencer le renouvellement. Mais là, si ça échoue en 2028, si ça prend 2 ans, ça veut dire qu'on renouvelle. Alors, on s'en sort pas. C'est toujours... et on voit les ingénieurs, là, également, qui sont en grève depuis quelques jours, là. Il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup il y a beaucoup de grèves, soit des grèves au quotidien ou encore là des grèves illimitées. C'est ce qu'on voit avec les ingénieurs. Madame Lebel qui est très occupée là, parce qu'elle a eu beaucoup de conventions renouvelées, mais lorsque on étire les conventions comme on le fait là, à un moment donné, il y a plusieurs conventions qui arrivent en même temps. Alors là, ce serait pour 5 ans, mais comme c'est échu depuis 2023, cette convention-là serait effective jusqu'en 2028. Et aussi, vous voyez la photo, là, chez nous, c'est le Farfadet, là, qui est membre de la Fédération de la santé et des services sociaux, CSN, qui vise le personnel des centres de la petite enfance dans les négociations pour le renouvellement des ententes collectives. On espère que tout ça va se régler. Hier, à l'Espace citoyen, c'était une assemblée générale extraordinaire des membres de Promutuelle Côte-Sud, Société mutuelle d'assurance générale, qui ont présenté à leurs membres un projet de fusion avec Promutuelle de l'Estuaire. C'est une société mutuelle d'assurance générale qui couvre les régions de Rimouski jusqu'à Carleton, en passant par Amqui et aussi par Desjely. Mario Lacombe était sur place. Un excellent reportage de Mario qui nous fait comprendre exactement les enjeux là, de cette rencontre là, avec Promutuelle pour proposer à ses membres là, d'agrandir le territoire. Ça deviendrait Promutuelle de l'Est. Il y aurait 2 directeurs. Donc, il y aurait M. Fauchon qui serait directeur ici pour la partie de Lévis à Rivière-du-Loup et de Rivière-du-Loup jusqu'à Rimouski. Ce serait M. Drouin. Donc, une histoire à suivre. On va voir. Il doit y avoir un vote parce que c'est une coopérative, donc il faut qu'il y ait un vote. Il faut qu'il y ait une majorité des membres qui acceptent cette fusion. Montmagny vibrera au rythme de la création artistique les 14 et 15 juin prochains. C'est une première édition. Ça va s'appeler l'Envolée de Pinceau. C'est un nouveau symposium en art visuel qui promet d'émerveiller les amateurs d'art et les curieux. Donc, on a reçu hier ce communiqué de presse là, qui nous présente là, cet événement unique qui réunira près d'une trentaine d'artistes provenant de la région et de diverses régions du Québec. Donc, c'est bon pour les touristes. Et en plus, imaginez-vous que ça va se passer à l'Espace citoyen. Quel bel endroit, l'Espace citoyen, près du fleuve, près des chutes de Montmagny. Vraiment un bel endroit. Là. Alors, durant tout le week-end, le public sera invité à découvrir les œuvres, mais aussi à échanger directement avec les artistes dans un cadre inspirant entre fleuve, île et chute de la Rivière-du-Sud. Donc, ce symposium se tiendra à l'intérieur du pavillon communautaire situé au 43 du Bassin-Nord, mais aussi à l'extérieur, parce que c'est beau, mais naturellement, si la température le permet. Alors, l'événement se déroulera sous la présidence d'honneur de Michel Monette, figure bien connue du milieu artistique québécois. Alors, c'est les 14 et 15 juin prochains. On va sûrement avoir l'occasion de vous en reparler. Et le 17 mai prochain, c'est la semaine prochaine, là, c'est la fin de semaine, pas en fin de semaine ici, mais l'autre fin de semaine, l'école secondaire de Saint-Anselme qui vibrera au rythme de la fête, alors qu'elle soulignera en grand 2 anniversaires marquants, soit le 75e de l'Institut Sainte-Marie, fondé en 1949, qui a changé de nom en 1975 pour s'appeler
la polyvalente de Saint-Anselme. Ça a été fondé par la communauté des Marianistes, donc en 49, et là en 75, bon, on l'a appelé polyvalente de Saint-Anselme. C'était peut-être à ce moment-là plus approprié là, d'appeler ça polyvalente. C'était, et je me souviens, parce que nous, en 74-75, c'était l'école secondaire Louis-Jacques Cazot qui a changé de nom pour la polyvalente Louis-Jacques Cazot, qui accueillait, si ma mémoire est bonne, là, plus de 3500 étudiants avec l'arrivée de cette polyvalente, là, qui avait des étudiants de tout le secteur. Là. Il n'y avait pas de polyvalente dans le temps à Saint-Paul. Pardon, il y avait l'école secondaire Bon Pasteur. Mais là, je ne peux pas vous donner plus de détails. Ça fait quand même 50 ans de ça. Mais je me souviens qu'on était 3500 étudiants. Et pour ceux qui se souviennent là, de l'arrivée de cette polyvalente, alors qu'on est entré dans les murs de l'école, mais c'était pas encore très près. On a vécu le double horaire. Ça a été toute une... peut-être pas saga, c'est peut-être fort, là, mais peut-être une période là, qui a été assez spéciale pour les enseignants et enseignantes là, de s'adapter avec le phénomène de deux horaires, avec des étudiants là, qui venaient d'un peu partout. Puis, faites juste imaginer, là, pour ceux qui connaissent l'école Cazot, là, faites juste imaginer qu'il y a 3500 étudiants dans cette école-là. Mais dans le temps, il n'y avait pas de centre d'études collégiales. On avait l'école au complet. Alors, c'était quand même assez grand, mais c'était beaucoup de monde. Là. C'était toute une adaptation d'arriver avec cette belle école. Et là, ben, on a un beau projet là, du Centre culturel sportif en santé durable. Madame Bégin, qui est la directrice générale du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud, qui nous a confirmé que le sportif va prendre forme bientôt. Donc, c'est une partie, là, c'est 40 millions là, qui sont dans les coffres actuellement. Elle m'a confirmé sur nos ondes que ces argents-là étaient disponibles, que le projet du centre sportif allait prendre forme. Là, il reste le culturel à régler. Ça fait quand même plusieurs années qu'on attend, mais il semble que ce soit sur le bureau du ministère de la Culture et des Communications qu'on devrait avoir bientôt des nouvelles, mais je vous dirais que c'est peut-être pas la meilleure période là, pour annoncer des investissements au niveau de la culture. Vous avez vu hier que le gouvernement va investir à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il y a quelques médecins qui n'étaient pas contents parce qu'on va commencer par le stationnement avant d'en venir à réparer l'hôpital. Certains médecins disaient on ne soigne pas des malades avec des stationnements. Ça a été des reportages qu'on a vus là, sur Radio-Canada et TVA. Mais est-ce qu'il faut croire que c'est le début? Espérons-le. Puis il y aurait d'autres projets. Mais là, avec le PQI, là, le fameux PQI, là, c'est le Programme québécois en investissement, si ma mémoire est bonne. Alors, il y a plusieurs milliards qui sont dans ce programme-là pour des infrastructures. Alors, peut-être qu'on va décider ou de mettre des projets ou du moins régler le problème des hôpitaux. Je pense qu'il y a du monde qui serait bien content. Vous avez probablement suivi, comme moi, M. Carney, le nouveau premier ministre du Canada, qui a rencontré M. Trump hier, le président des États-Unis. Et je surveillais M. Carney parce que, bon, c'est M. Trump. M. Carney a parlé, selon les journalistes, entre autres, là, de Guillaume Saint-Pierre, du Journal de Québec. M. Carney aurait parlé 3 minutes sur une rencontre de 33 minutes. Alors, pas besoin de vous dire que M. Trump a pris le plancher. Mais moi, je surveillais M. Carney, puis je me disais, à un moment donné, il y a des choses que M. Trump disait, entre autres le 200 milliards là, qui subventionne à l'année, là, alors que au niveau de l'activité commerciale, là, c'est épouvantable là, comment ça coûte cher aux États-Unis, le Canada. Donc, c'est pas ça du tout. Mais là, je surveillais M. Carney, puis je disais, à un moment donné, il va y avoir une réaction, mais non. Il a gardé son sang-froid, parce que ça ne devait pas toujours être facile, là, par rapport aux déclarations là, que le président des États-Unis faisait.
Mais quand même, on donne une note de 9 sur 10 pour Monsieur Carley, qui s'est bien présenté, qui a bien représenté notre pays. Mais il a dit, ça va être complexe, les négociations là, avec le nouvel accord, s'il y en a un, entre les trois pays, soit le Canada, les États-Unis et le Mexique. Est-ce qu'il y en aura un accord? Ben là, c'est renouvelable d'ici 2026. On n'a pas fini d'en entendre parler. Bon, ben, il y a des bonnes nouvelles aussi. On annonce ce matin, hier, on entendait sur les ondes de Radio-Canada, 98,3 millions. C'est le surplus record de la Ville de Québec, quand même. Et là, on va se permettre de prendre une partie de ces argents-là pour rembourser la dette. Alors, M. Marchand, qui était vraiment très fier d'annoncer cette bonne nouvelle, donc en 2024, la Ville, parce que c'est toujours... L'année se termine le 31 décembre pour toutes les villes, les municipalités, ça se termine le 31 décembre, mais là, on sort les états financiers et c'est maintenant connu. D'ailleurs, on devrait l'apprendre bientôt, concernant toutes les villes et municipalités de notre région. Alors, 98,3, c'est un record depuis la pandémie. Cela lui permettra d'investir davantage d'argent dans le logement social, dans la pérennité des infrastructures et dans le remboursement accéléré de la dette. Alors, bonne année pour la Ville de Québec, 98,3 millions de dollars. C'est Catherine Bouchard qui nous apprend ça ce matin dans le Journal de Québec. Une personne sur deux sera myope d'ici 2050. La myopie, une maladie de l'œil qui consiste en un défaut de la vision éloignée. Moi, je suis toujours mêlé avec la myopie, puis l'autre, c'est... la presbytie, voilà. La myopie, c'est voir à distance. Ça affecte environ 30% de la population mondiale et le Canada n'y échappe pas. Ce qu'on nous dit, c'est qu'une myopie qui s'aggrave peut être lourde de conséquences comme le décollement de la rétine, le développement de la maculopathie et de glaucome et peut même aller jusqu'à la cécité. Lors de la pandémie, des études ont démontré que la myopie s'est développée 3 fois plus rapidement durant les confinements. Pourquoi? Usage d'écran. Ben oui. Alors que l'usage d'écran, que ce soit pour les loisirs ou l'enseignement, était beaucoup plus important. La pandémie, ça a dérangé beaucoup. Autrefois considérée comme un trouble, la myopie est reconnue comme une maladie par la National Academy of Sciences. La myopie qui risque d'augmenter parce qu'on ne se sert plus des écrans, mais on n'a pas besoin de la pandémie pour ça. On ne se sert plus des écrans. Et un autre conflit, c'est des frappes indiennes sur le Pakistan. L'Inde qui a mené dans la nuit de mardi à mercredi à l'heure locale des frappes au Pakistan. Donc, un autre conflit sur notre planète. Demain, on reçoit Mme Claudia Proulx, qui est conseillère en finances personnelles chez Desjardins, qui viendra nous parler de la journée des petits entrepreneurs qui aura lieu le 7 juin prochain. On en a parlé dans le bulletin de nouvelles hier, que c'est 10 000 jeunes de partout au Québec qui présentent à la population leur trouvaille. Ça va se passer le 7 juin à la caisse de la MRC de Montmagny. Et Julien Tremblay, humoriste, qui sera en spectacle à Berthier-sur-Mer avec les productions Louis Lachance, qui sera avec nous demain. C'est ce qu'on vous propose comme menu. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.